aujourd'hui avec le deuxième cours d'introduction à la Tao et on va présenter le premier outil de Tao, le logiciel qui s'appelle WordFast Pro. Avant de commencer, je vous prie de suivre les explications, de prendre des notes et bien sûr le cours reste enregistré et vous pouvez revoir plusieurs fois le même cours, il n'y a pas de problème. Et aussi, après la partie théorique du cours, je vais faire une petite démonstration et de cette manière, tout le monde pourra suivre les différentes instructions que nous allons présenter pendant la partie théorique. Après la partie théorique, vous allez appliquer toutes les instructions présentées dans un exercice pratique. Vous avez en attaché dans le courriel du cours 3 textes, un en anglais, un en allemand et un en espagnol. Vous pouvez choisir votre langue de travail et utiliser un de ces textes pour réaliser les exercices pratiques de ce cours. Si vous êtes d'accord, je vais partager mon écran et on va commencer avec la partie théorique. Voilà. OK. Et comme je vous ai dit déjà, nous allons parler d'un logiciel qui s'appelle WordFast Pro. OK. J'ai mentionné le fait, pendant la cour de présentation générale, je vous ai expliqué que les logiciels de traduction assistée par ordinateur fonctionnent de la même manière. Et je reviens au schéma conceptuel que je vous ai proposé pour suivre une certaine ligne de travail. Vous vous rappelez, il y a 3 étapes, pré-traduction, traduction, post-traduction. Pendant la première étape, il faut créer un projet de traduction, établir langue source, langue cible et créer une mémoire de traduction et un glossaire. Après avoir résolu ces étapes de préparation de la traduction, vous pouvez continuer à traduire. Pour la traduction, en général, on traduit le texte source, on confirme. Il faut confirmer la traduction et, bien sûr, il faut ajouter la terminologie dans le glossaire. Après avoir terminé toute la traduction, vous avez une troisième étape de post-traduction. Pendant cette étape, il faut réaliser une révision du texte que nous avons traduit. Et après, générer les textes traduits et livrer les textes au client. Bien sûr, cette dernière étape se réalise dans le contexte professionnel. À partir de ce schéma, vous allez voir que pendant la partie pratique de votre exercice, vous pouvez suivre clairement les étapes de réalisation de votre projet et bien sûr, vous saurez quand vous avez terminé le projet et si vous avez réalisé un projet complet ou non. Il est très important de ne pas perdre de fichiers et de bien gérer ces éléments. En tout cas, je vais insister sur les aspects les plus importants du travail avec les outils, les différents outils de Tao pendant leur présentation théorique. On va continuer avec la liste d'outils de Tao que nous allons présenter pendant ce cours. Maintenant, on parle de WordFast Pro. Après, nous allons parler de S2 Trados et après, on va parler de MemoQ la semaine prochaine. Pour ce qui est de WordFast Pro, nous avons WordFast est créé par une compagnie informatique
Et en fait, WordFast représente un ensemble de logiciels d'aide à la traduction qui a été mis au point par cette compagnie WordFast LLC. Aujourd'hui, WordFast LLC est installé aux États-Unis, mais la majorité du développement informatique se réalise à Paris, en Espagne et en Serbie. Le support logistique se trouve en République tchèque. Vous pouvez observer, il s'agit d'une compagnie multinationale. À l'origine, en 1999, on a un premier logiciel qui a été développé par le fondateur de la compagnie WordFast LLC. Le premier produit de cette compagnie, c'est WordFast Classic, qui a été développé par Yves Champollion, un Français, et qui constituait une alternative plus accessible à l'époque pour les traducteurs, une alternative plus accessible que Trados. Même aujourd'hui, Trados est une solution de traduction assez chère. C'est un logiciel commercial, très professionnel, mais en même temps, il est très cher. Et à cause de cela, il y a des alternatives au niveau professionnel, mais aussi des alternatives en ligne. Il y a beaucoup de solutions et il faut les évaluer en tout cas. Revenons au produit WordFast. L'avantage des logiciels créés par WordFast LLC consiste dans le fait que les produits informatiques WordFast fonctionnent sous de nombreux environnements. Cela veut dire qu'ils fonctionnent sous plusieurs systèmes d'opération. On peut les utiliser non seulement pour les ordinateurs PC, mais aussi sous Macintosh. Et ce sont des logiciels qui utilisent des formats de mémoire de traduction très compatibles, à différence de Trados par exemple, tout en ayant des étapes de travail similaires. Cela veut dire que si vous avez appris à utiliser un seul produit WordFast, vous pouvez utiliser tous les autres parce qu'ils sont très similaires. WordFast, c'est un logiciel très répandu parmi les traducteurs indépendants et vous pouvez utiliser sans limite temporelle la version démonstrative pour des raisons de formation à la traduction assistée par ordinateur, bien sûr. Pour voir un petit peu, pour mieux connaître WordFast, je vais vous présenter un petit historique de l'évolution des logiciels. En 1999, à Paris, on a une première version du logiciel WordFast. WordFast était composé d'un ensemble de macros fonctionnant sous Microsoft Word, la version 97 à l'époque, ou sous d'autres versions ultérieures. Pendant les années 90, il y avait beaucoup de logiciels, même Trados fonctionnait sous Microsoft Word. Après, bien sûr, on a été créé des versions indépendantes, mais cela un peu plus tard. Jusqu'à la fin de l'année 2002, WordFast Classic était un logiciel libre et il est devenu le second logiciel de mémoire de traduction, MT, n'oubliez pas, utilisé par les traducteurs. En 2006, la société WordFast LLC a été créée par Philip Shaw et Elizabeth Alting, qui sont également des cofondateurs de la société de traduction Transperfect. En 2006, WordFast LLC commence à devenir une compagnie internationale. En 2009, WordFast a publié plusieurs produits. On peut voir la diversification des produits informatiques de cette compagnie. Et on parle de WordFast Translation Studio, une nouvelle version qui rassemble WordFast Classic et WordFast Professional. Et plus tard, on va voir
que suivant le développement des outils de Tao, en 2010, WordFast publie sa version en ligne, WordFast Anywhere, un outil gratuit qui est censé être gratuit et qui ne va pas changer. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser cette version en ligne, hein. N'oubliez pas les limitations des plateformes. En novembre 2010, WordFast Anywhere avait déjà plus de 10 000 utilisateurs enregistrés. Plus tard, en 2016, nous avons une nouvelle version du logiciel WordFast, la version 4, et à partir de 2017 jusqu'à présent, on utilise la version WordFast Pro 5. Pour avoir une petite description du logiciel, je vais vous parler en général de ses caractéristiques les plus importantes. WordFast Pro est un outil autonome de mémoire de traduction qui travaille sous des plateformes multiples, Windows, Macintosh, Linux. C'est un outil de traduction assisté par ordinateur professionnel. Cela veut dire qu'il est utilisé sur le marché du travail par des traducteurs professionnels et aussi par des compagnies internationales et par des agences de traduction. Il offre une version démonstrative très utile pour l'apprentissage, qui n'a pas de limite de temps, mais qui a une limite de dimension de mémoire de traduction. Pour le reste, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Étant un outil professionnel, il implique des coûts de licence, car c'est un logiciel commercial. Et bien sûr, pour travailler en tant que professionnel, il faut acquérir une licence de ce logiciel. La version démonstrative ne peut pas être utilisée avec des finalités commerciales. Il a une interface d'utilisateur très intuitive. C'est un logiciel qui peut être utilisé très facilement. On peut trouver assez vite les différentes commandes. N'oubliez pas, les logiciels professionnels ont toujours des fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités, et cette interface intuitive nous permet d'apprendre très vite à utiliser ce logiciel. Il est assez facile à utiliser par les traducteurs qui connaissent déjà un produit WordFast, comme WordFast Classic ou WordFast Anywhere, mais il est assez facile à apprendre même si on n'a jamais utilisé un autre logiciel WordFast. Il permet aux traducteurs de traduire des projets très complexes qui comportent plusieurs dizaines de fichiers, par exemple, ou des projets multiples où les fichiers sont en différents formats. Et ce qui est très important, c'est un logiciel confidentiel. On ne risque pas de perdre les données du client ou de les publier par erreur sur un serveur qui n'est pas le nôtre. C'est un avantage, en tout cas, pour les traducteurs qui travaillent dans des domaines comme le domaine juridique, le domaine médical, le domaine financier. Il y a plusieurs domaines où la confidentialité est essentielle. WordFast Pro permet à l'utilisateur de créer et de gérer des mémoires de traduction et des glossaires. Et il est utilisé sur le marché de la traduction par des traducteurs freelance, par des agences de traduction et des compagnies. Pour avoir accès à ce logiciel, vous avez ce lien et vous pouvez le télécharger avant de commencer à l'utiliser. Étant un logiciel de bureau, il faut le télécharger. Sur cette page web, vous avez le lien de téléchargement que vous pouvez accéder à la version. Vous pouvez voir ici à côté du bouton download, vous pouvez
choisir un des systèmes d'opération qui est installé sur vos ordinateurs. Petite parenthèse, si vous avez un ordinateur qui n'est pas si performant, que vous avez peut-être acheté il y a beaucoup de temps, vous avez d'autres versions. La version WordFast 3 qui n'utilise pas autant de ressources du système, WordFast classique, mais si vous avez des ordinateurs qui ont des problèmes qui ont des limitations de mémoire ou qui ont des ressources limitées, peut-être que la meilleure solution sera WordFast Anywhere. En tout cas, les traducteurs doivent adapter leur outil de travail et on commence par WordFast Pro parce que c'est la version actuelle qu'on utilise sur le marché du travail. Mais si vous avez des limitations dans la vie professionnelle, des limitations techniques, des limitations de ressources informatiques, alors vous pouvez adapter en tout cas votre manière de travail utilisant une version qui ne demande pas autant de ressources informatiques. Cela est possible aussi. OK. Vous accédez à cette page web, vous téléchargez le logiciel et vous l'installez. L'installation est très simple et il faut laisser toutes les options par défaut et le logiciel sera installé. Si vous avez des problèmes d'installation ou des problèmes d'accès à cette page web, je vous prie de m'envoyer un courriel et je vais vous assister. Après avoir installé le logiciel, on a cette surface de travail qui est la surface de travail typique de WordFast Pro. Et vous avez plusieurs barres d'outils et une surface de travail principale. Ce sont les éléments les plus importants pour commencer à travailler. Et maintenant, je vous prie de noter et de suivre avec attention les étapes de travail. Une des commandes qu'on trouve dans les barres d'outils, c'est la commande de création de projet. Vous vous rappelez, dans le schéma conceptuel que je vous ai mentionné, on ne peut pas traduire si on n'a pas un projet de traduction. Pendant la première étape, la première commande sera la création du projet. Comme vous le savez bien, quand on travaille avec les outils informatiques, on a plusieurs modalités de travailler. Ici, vous avez la possibilité d'accéder à la commande à l'aide d'une icône, Create Project, mais aussi vous avez la possibilité d'utiliser un raccourci clavier, CTRL P. P, c'est une abréviation de Project, alors vous pouvez continuer avec ce raccourci clavier si vous préférez. Après avoir cliqué sur la commande Create Project, vous aurez une fenêtre de dialogue qui est assez complexe. En tout cas, il n'y a pas de problème, on va décrire toutes les zones de cette fenêtre de dialogue pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la première étape de travail avec les logiciels de Tao. Et comme ordre de travailler, je vous suggère l'ordre suivant. On commence par la dénomination du projet. La dénomination du projet doit être très simple et très suggestive. Dans l'exemple que je vous propose sur l'écran, nous avons un projet qui s'appelle Bégonia. Aujourd'hui, nous allons traduire un autre texte, mais déjà la dénomination du projet nous indique quel est le contenu de la traduction et le domaine de spécialisation. Après, faites attention, il est très important, Save Project To, c'est l'option qui détermine l'emplacement des fichiers. Avec le bouton Browse, vous pouvez établir l'emplacement des fichiers et le principe en général est
d'utiliser un dossier pour un projet de traduction. Vous avez un seul dossier pour tous les fichiers. Alors, faites attention, on va créer un dossier en cette situation Bégonia. Dans le cas des textes que nous allons traduire, vous allez voir pendant la partie de démonstration, la dénomination sera adaptée au contenu du texte. Et vous allez continuer, après avoir établi l'emplacement des fichiers, vous allez continuer avec d'autres options. Vous vous rappelez, première étape, langue source et langue cible. Attention, en général, English, ce n'est pas une notation linguistique professionnelle. Vous avez toujours une notation professionnelle quand vous utilisez la langue et la région. Alors, English, ce n'est pas une option correcte. Vous allez voir, pendant la démonstration, je vais choisir English United States ou British English. Ça dépend du contenu du fichier, mais jamais English tout simplement, jamais French tout simplement, parce que cela n'est pas professionnel. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de différences entre les différentes variantes linguistiques de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol. Alors, il faut bien préciser langue et région. Après avoir terminé avec la configuration des données générales du projet, on va continuer avec le fichier. Il faut ajouter un fichier à traduire pour avoir un projet. Vous avez le bouton Add File et vous allez ajouter le fichier source qui sera affiché ici. Vous pouvez ajouter un seul fichier ou plusieurs fichiers. Il y a des projets complexes qui comportent plusieurs dizaines de fichiers. Les fichiers peuvent être en différents formats, par exemple Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT, et tout cela en même temps, même des pages web. HTML, cela est accepté aussi. Alors, vous pouvez regrouper dans un seul projet de traduction beaucoup plus d'informations qu'on n'attend pas. Cela veut dire que c'est un outil professionnel qui nous permet de gérer des projets complexes. Après avoir affiché correctement la liste des fichiers à traduire, on se déplace vers cette zone de travail où on va créer, n'oubliez pas, on est toujours dans la première étape de travail, on va créer le glossaire et la mémoire de traduction. Et vous avez ici un petit onglet Translation Memory et à côté un autre onglet glossaire. Vous n'allez pas utiliser Blacklist par exemple, c'est une option typique de WordFast. Blacklist n'existe pas ni en MemoQ ni en Trados. C'est un élément spécifique de WordFast. S'il y a des mots que le client, que l'agence traduction interdit dans votre traduction, vous aurez une blacklist. C'est une liste noire des mots qu'il ne faut pas utiliser en traduction. Et cela n'est pas relationné avec le registre des mots. Par exemple, dans la traduction spécialisée, on ne s'attend pas de traduire des textes argotiques, par exemple. Ce n'est pas le registre. Ce sont les différents éléments terminologiques, parce que la terminologie est aussi utilisée en tant qu'identification commerciale. Et il y a des termes qui renvoient directement à certains logiciels. Bon, ce sont des détails du développement des logiciels, mais il faut comprendre pourquoi existe cette blacklist. Quand on traduit, il y a des fois, quand on a plusieurs synonymes, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser parce que le client veut utiliser un certain terme. Ok, on revient avec la traduction, la mémoire de traduction.
Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez importer une mémoire de traduction que vous avez créée probablement peut-être dans un autre logiciel comme Trados ou MemoQ. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Si vous avez déjà travaillé avec les outils de Tao et vous avez une mémoire, ou si l'agence de traduction vous fournit une mémoire de traduction, vous pouvez ajouter la mémoire à l'aide de cette commande. Comme nous allons commencer à traduire pour la première fois avec WordFast, vous allez utiliser le bouton Create pour créer une mémoire de traduction. Et voilà, vous avez une distribution correcte des textes à traduire et aussi des boutons. Translation Memory Glossary, je vous ai expliqué tout cela. Et si vous avez cliqué sur le bouton Create, vous avez cette fenêtre de dialogue qui nous permet de créer une mémoire de traduction. La dénomination de la mémoire de traduction est très importante. Et pour identifier et distinguer correctement entre les fichiers sources, les fichiers cibles, la mémoire, le glossaire et les autres fichiers qui se trouvent dans le même dossier, je vous prie de dénommer la mémoire de traduction d'une façon très claire. Et on commence toujours, par exemple, avec une notation conventionnelle, par exemple MT, et comme cette situation, le projet s'appelle Bégonia, on va ajouter MT et Bégonia. Cela veut dire que c'est la mémoire de traduction du projet Bégonia. Et de cette manière, on peut l'identifier facilement et on ne va pas se tromper sur ce fichier. N'oubliez pas, source language, English, mais correctement, langue région, French de France, et location. Location, c'est toujours l'emplacement des fichiers. N'oubliez pas, la mémoire de traduction doit se trouver dans le même dossier que les autres fichiers du projet. Alors, si vous avez, en général, on crée un dossier pour les fichiers du projet de traduction, alors on va établir comme emplacement des fichiers ce dossier, cette location. Pour la priorité, si c'est une traduction, ça sera toujours priorité primaire. Et vous avez primary et secondary, seulement deux options. En général, on laisse primary activé. Et après, on clique sur le bouton OK pour pouvoir continuer. Vous pouvez voir un exemple des données déjà complétées, remplies. Il ne faut pas activer Read Only. Read Only empêche le logiciel d'ajouter des nouvelles unités de traduction. Read Only, il y a des situations où on peut activer Read Only, mais surtout quand on travaille avec d'autres traducteurs sur le même projet, ou si on veut donner accès à un traducteur à distance sur notre projet. En général, cette option n'est pas cochée. On clique sur OK et on continue avec la création du glossaire. Vous pouvez observer déjà que si vous avez créé la mémoire traduction, elle existe. Et vous pouvez voir quelle est sa priorité, quelle est sa dénomination, langue source, langue cible et l'emplacement des fichiers. On clique sur Glossary et vous aurez la même structure, la même barre d'outils. Import, Add, Create. On peut importer un glossaire créé avec un autre outil de Tao. On peut ajouter un glossaire qui existe déjà ou, si on n'a jamais utilisé le logiciel, forcément, il faut créer un glossaire. Et on va continuer
création du glossaire, vous pouvez observer que la fenêtre de dialogue qui nous permet de créer les glossaires est similaire à la fenêtre de dialogue des mémoires de traduction. On a une dénomination. Cette fois, on va appliquer une autre notation conventionnelle pour bien distinguer les glossaires. Ma proposition est d'ajouter GL, une abréviation du glossaire, mais vous pouvez décider de dénommer d'une autre manière le glossaire et la mémoire de traduction. Ce qu'il est important, c'est de savoir directement quelle est la mémoire et quel est le glossaire et quels sont les fichiers de traduction. Cela est très important. Nous avons la même combinaison de langue source, langue cible. Faites attention, l'anglais n'est pas bien choisi. Et du point de vue de l'emplacement des fichiers, il faut établir le même emplacement des fichiers que pour les autres fichiers du projet de traduction. Si vous avez établi tous ces éléments, vous avez le bouton OK et après, vous allez continuer avec la création du projet. Vous avez déjà le texte, vous avez le glossaire. Sous l'onglet mémoire de traduction, vous avez le fichier de mémoire. Tout est bien rempli. On a terminé la première étape de pré-traduction et on va continuer avec la deuxième étape. Pour cela faire, vous avez le bouton en bas, vous avez le bouton Create Project qui se trouve ici. Après avoir cliqué sur Create Project, vous avez un rapport complet des fichiers qui ont été créés dans ce projet. Et vous avez le fichier bilingue. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du fait que le traducteur travaille pendant la deuxième étape de traduction sur un fichier bilingue. Sur un tableau, nous avons à gauche le texte source et à droite on traduit et finalement nous aurons le texte cible. Ce texte bilingue est créé à l'intérieur du projet de manière automatique. Après, nous avons une mémoire de traduction, un glossaire, reference files, vous n'avez pas besoin de reference files pour les projets individuels et aussi on n'a pas besoin de blacklist. Les blacklists sont en général envoyés par les clients et les agences de traduction. Si tout est correct, vous avez ici l'option Open Created Project qui est cochée. Vous cliquez sur OK et on peut commencer à travailler. Automatiquement, le logiciel affiche la surface de travail que vous avez pu voir au début de la session de travail de WordFast Pro. Mais cette fois, vous avez dans la liste des projets de traduction un projet que vous avez créé. Pour commencer à traduire, vous avez double-clic sur le fichier à traduire et la surface proprement dite de travail sera affichée aussi. Bon, je vous ai dit déjà que WordFast Pro est un logiciel professionnel et vous pouvez constater que c'est vrai. Vous avez plusieurs surfaces de travail, il faut faire attention à beaucoup de choses. Bon, en tout cas, je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il ne faut pas se préoccuper. Les zones de travail sont assez logiques. Un petit commentaire, si vous voulez organiser d'une manière différente la surface de travail, vous pouvez déplacer les marges en bleu des différentes fenêtres et vous pouvez les rendre plus grandes, plus visibles dans cette situation ou plus petites, dépendant de la surface de travail qui vous intéresse plus. Je vais détailler à continuation ces éléments qui sont les plus importants pour nous.
En premier lieu, à droite, vous avez une surface de travail qui affiche le texte à traduire, tel comme il est affiché, par exemple, par Microsoft Word. C'est une fenêtre importante qui nous permet de voir le texte en son entier et qui nous permet de voir le contexte de la traduction. Comme vous le savez bien, dépendant du contexte, on peut avoir un type de traduction ou un autre, et à partir de ces éléments, on peut décider de traduire d'une certaine manière. Cela vous permettra toujours de voir le texte en son entier. Si vous considérez que cette fenêtre, cette surface de travail est plus grande, et vous pouvez, il suffit de voir peut-être la moitié de cette surface, il faut tout simplement déplacer cette ligne verticale en bleu vers la droite. Et les autres fenêtres, les autres zones de travail seront bien sûr plus visibles. La zone principale pour le traducteur est celle-ci. C'est la zone formée par le tableau qui comporte les deux textes, et c'est ici que la deuxième étape de la traduction proprement dite se va développer. Vous avez le texte source, vous avez une colonne vide pour la traduction, et ici, sur cette colonne, vous allez vérifier si toutes les unités de traduction ont été confirmées après la traduction. N'oubliez pas, après la traduction, vous devez confirmer la traduction. Et on va voir comment on fait ça. En bas, vous avez la fenêtre qui affiche le contenu de la mémoire de traduction. Vous pouvez voir si vous sélectionnez une unité déjà traduite, vous allez voir que le contenu de la mémoire sera affiché ici. Et bien sûr, vous aurez un glossaire. Vous pouvez chercher dans le glossaire un certain terme s'il n'est pas affiché, mais en général, la détection est automatique. Si vous sélectionnez une unité de traduction qui contient un terme qui a été déjà ajouté au glossaire, le terme sera affiché ici. Le glossaire n'affiche pas tous les termes parce que dans une unité de traduction, on a besoin seulement, la recherche est très ciblée et vous allez voir seulement les termes qui se trouvent dans le glossaire et qui se trouvent dans l'unité de traduction que vous êtes en train de traduire. Tout en bas, vous avez une barre de statut, une barre d'état qui vous permet de voir quel est l'état de votre traduction, le niveau de progression de votre traduction. Vous pouvez savoir toujours quelle est la langue source, la langue cible, combien de segments. Attention, segment, c'est une terminologie spécifique de WordFast. Segment est équivalent, c'est un synonyme pour unité de traduction. Combien de segments vous avez traduit, combien de segments vous avez encore à traduire, combien de paragraphes, et ici à droite, vous avez la barre de progression qui vous dit combien de textes vous avez traduit et combien de mots il vous reste à traduire. La barre de progression est très importante pour bien nous organiser, pour avoir un très bon calendrier de travail. Parce qu'il y a des fois quand le traducteur travaille avec plusieurs projets à la fois, ils doivent bien programmer les activités traductives. Ok, en principe, on va travailler ici pendant la deuxième étape de traduction. Il faut traduire de manière séquentielle. Il ne faut pas laisser des unités de traduction vides. Parce que si vous oubliez et vous ne traduisez pas une certaine unité de traduction, c'est le logiciel qui va vous rappeler que vous n'avez pas traduit telle ou telle unité de traduction. Pendant la présentation générale, si vous vous rappelez, à la fin du cours, je vous ai mentionné
un terme, le terme de balise, et je vous ai dit que nous allons revenir, et voilà, c'est le moment de parler des balises. Les balises sont des éléments qui codifient le format, la mise en forme, la mise en page des textes traduits. Si vous avez des liens, par exemple, dans un texte, et vous pouvez voir, nous avons sélectionné cette unité de traduction qui est surlignée dans le texte, et vous pouvez savoir exactement quelle est l'unité de traduction que vous êtes en train de traduire. Et on peut observer que nous avons plusieurs mises en forme. Vous avez, par exemple, un texte qui est en gras et en italique. Après, vous avez aussi différents liens. Tous ces éléments de mise en forme sont codifiés en WordFast Pro à l'aide des balises. Ces balises représentent, en général, si on fait la comparaison avec le texte source à traduire, on peut se rendre compte un petit peu quelles sont les codifications. Ce qui est très important, si vous voulez garder les formats, il faut copier les balises. Et pour cela faire, vous avez la commande. Vous avez l'onglet Translation et la commande Copy Source, première option, Copy Source. Cela va copier toute cette unité à droite et ce que nous allons faire est d'effacer les mots sans effacer les balises et de réaliser la traduction de ces éléments sans effacer les balises. Cela vous permettra de garder le format du texte et d'avoir un texte cible identique du point de vue de la mise en forme et de la mise en page. C'est un des avantages des outils de Tao qui permet aux traducteurs de se concentrer sur la traduction et de ne pas perdre le temps avec la mise en forme, parce que les textes doivent être identiques. Quand vous enverrez le texte au client, le texte doit garder le même format. Alors, si nous avons déjà les balises qui codifient tout, on va garder ces éléments. Les balises peuvent être copiées à l'intérieur d'une unité de traduction. Les balises peuvent être copiées et déplacées à l'aide des commandes copier-coller ou couper-coller. Par exemple, si la traduction que vous allez réaliser de l'unité de traduction est très différente du point de vue de la topic, de l'ordre des mots dans la phrase, comme par exemple, on sait toujours qu'il y a beaucoup de différences entre l'allemand et le français. Ce qu'il faut faire en cette situation est de traduire le plus naturel et après, à l'aide de copier et coller, vous pouvez ajouter les balises à leur place. Si ce n'est pas nécessaire, on peut traduire entre les balises. Ça dépend de la phrase, bien sûr, et de la langue source et de la langue cible. Je vais en tout cas vous montrer comment on gère les balises pendant la partie de démonstration. Voilà. OK. Bien sûr, pendant la traduction, et vous pouvez voir ici un petit peu les exemples. Nous avons des unités de traduction qui ont été... Celle-ci a été confirmée, celle-ci n'a pas été confirmée, ce n'est pas correct. Il faut cliquer sur cette icône pour confirmer la traduction. Ou si vous utilisez la commande Next Segment, ça va aussi confirmer automatiquement la traduction. Vous pouvez voir que nous avons commencé à traduire. La bégonia est une espèce et on a traduit entre les différentes balises. Et le reste, il reste encore à traduire. Bon, si on trouve pendant la traduction
Si on trouve un terme dans le texte, bien sûr, il faut ajouter ce terme dans le glossaire. Et pour cela, vous pouvez sélectionner le terme ou tout simplement l'ajouter en écrivant le terme source et le terme cible dans cette fenêtre de dialogue. Pour ajouter un terme dans le glossaire, vous avez le raccourci clavier CTRL-ALT-T de terme. Vous avez cette fenêtre de dialogue où il faut ajouter le terme source, le terme cible, et vous avez le glossaire que vous pouvez reconnaître ici, le glossaire que nous avons créé et qui est actif, et c'est le glossaire où le terme sera enregistré. Après avoir ajouté le terme, vous pouvez voir que le terme sera surligné. Et en bas, dans le glossaire, vous allez voir le terme qui est ajouté. Cela se passe pour tous les termes, se passe de la même façon pour tous les termes que vous allez ajouter dans le glossaire. Après avoir terminé la traduction, sous l'onglet File, vous avez la commande Save File as Translated. Après avoir terminé la traduction, on termine la deuxième étape et on passe à la troisième étape qui comporte aussi, parmi d'autres opérations à réaliser, comporte la génération des fichiers traduits, des fichiers cibles. Et pour générer un fichier cible et pour terminer le projet, vous avez onglet File et commande Save File as Translated. Cela va séparer les deux textes que vous avez dans la version bilingue et seulement ce texte restera traduit. Vous pouvez voir dans la visualisation aussi que le texte a été traduit. Vous avez toujours une visualisation en temps réel de ce qui se passe à droite. Après avoir généré les fichiers automatiques, nous avons terminé le projet et maintenant j'espère que j'ai pu démontrer à tout le monde que les trois étapes sont vraiment les étapes conceptuelles nécessaires pour suivre et pour savoir exactement ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire pour bien terminer un projet de traduction. Ce schéma sera utilisé dans les prochains cours pour le travail avec Trados, pour le travail avec MemoQ. Alors, de ce point de vue, je vous prie de noter ce schéma car c'est très important pour les traducteurs qui veulent travailler dans un environnement informatique. Merci de votre attention et comme je vous ai dit déjà, si vous êtes d'accord, on va continuer avec la partie démonstrative. Ici en bas, j'ai déjà affiché le logiciel WordFast Pro et si vous êtes d'accord de suivre mes instructions, vous avez sur cette barre d'outils la commande Create Project ou si vous préférez travailler avec les raccourcis clavier, nous avons le raccourci clavier CTRL-P. OK. Aussi, nous allons travailler aujourd'hui avec un texte sur la géographie. Le contenu le texte décrira les volcans. Alors, notre projet ne sera pas bégonia, mais volcan. Je vais laisser la dénomination en anglais, volcano, pour avoir... en général, les projets portent la dénomination dans la langue source. Alors, je vais travailler à partir du texte en anglais et je vais dénominer cela en anglais. Et
Vous avez aussi une option Reuse Project. Non, on ne va pas utiliser aucun projet. Il faut afficher sur le bureau, nous avons un dossier où, tout d'abord, nous avons créé un dossier pour le projet. N'oubliez pas, un dossier, un projet traduction. Après, nous avons aussi d'autres éléments. Tous les éléments, tous les fichiers du projet seront enregistrés ici. C'est une dénomination logique et on va retrouver là mémoire, glossaire, fichier à traduit, fichier traduit à la fin du projet. C'est important pour ne pas perdre de vue les fichiers. On va sélectionner le dossier et de cette manière, nous avons sélectionné l'emplacement des fichiers du projet. Vérifier la langue source. On a beaucoup de versions de l'anglais, mais on va travailler à partir de English United Kingdom et on va traduire vers le français de la France. Première étape, réalisée. On passe à droite et nous avons le bouton Add File qui va nous afficher le contenu. Bon, si le contenu du dossier que nous avons sélectionné déjà n'est pas affiché, il faut se déplacer au même dossier Volcano que nous avons sélectionné avant. Ça dépend du logiciel, peut-être, bon, de la configuration de l'ordinateur, du système d'opération. Si cela n'est automatiquement affiché, il faut se déplacer à l'emplacement des fichiers que nous avons déclarés déjà pour le projet. Sélectionner le texte. Chacun d'entre vous va sélectionner son texte en anglais, en espagnol ou en allemand. Et vous pouvez voir que le texte est affiché déjà. Nous savons qu'il s'agit d'un texte en format Microsoft Word et l'emplacement du fichier est déjà celui établi. Après avoir importé le fichier, il faut créer la mémoire de traduction. Create, vous vous rappelez, nous avons les 3 boutons, mais aujourd'hui, nous allons créer une mémoire. Vous vous rappelez de la dénomination des mémoires, MT, mémoire de traduction, Reba et Volcano. La langue source et la langue cible seront automatiquement ajoutées, seront les langues sources, la langue source et la langue cible du projet. Il faut en tout cas vérifier qu'il y a les mêmes langues dans le formulaire, mais en général, c'est détecté automatiquement. Location, attention, pour l'emplacement du fichier de mémoire de traduction. L'emplacement sous aucun outil de Tao n'est pas établi automatiquement. Si vous n'établissez pas vous-même l'emplacement des fichiers, il sera enregistré probablement dans un dossier par défaut, mais un dossier qui n'est pas le dossier du projet de traduction. Et alors, il sera assez difficile à retrouver. Alors, l'emplacement des fichiers est important. Clique sur le bouton Browse et on s'assure que c'est Bureau Volcano, très bien sélectionné. Maintenant, c'est bien sélectionné. Je vous ai dit que nous avons 2 options, Primary, Secondary. On laisse toujours sur Primary. Et il ne faut pas cocher cette option. Clique sur OK et vous pouvez voir que la mémoire de traduction a été créée. Après Glossary, les mêmes 3 boutons, on clique sur Create et la même dénomination, mais cette fois, on va utiliser une autre convention, glossaire-bas, Volcano. On vérifie English United States, correct. Ah non, United Kingdom, pardon. French, très bien. Et l'emplacement des fichiers qui n'est pas automatique non plus. Alors, il faut nous assurer que l'emplacement est le correct. Nous avons déjà un dossier de mémoire de traduction qui est créé dans le même dossier
Et on va ajouter maintenant le glossaire. Clique sur OK. Et maintenant, nous avons le glossaire dans le même dossier que la mémoire et que le projet. Si nous avons réussi à créer tous ces éléments, nous avons terminé la première étape de travail et il faut cliquer sur Create Project pour continuer le travail. Et on passe à la deuxième étape. Si vous vous rappelez, nous avons un rapport qui nous permet de vérifier que le texte bilingue sur lequel on va travailler pendant la deuxième étape est créé. Correct. Mémoire de traduction 1, très bien. Glossaire 1, très bien. Et clic Open Created Project, c'est coché, c'est très bien, on va travailler avec. OK. Et maintenant, vous pouvez voir que nous avons cette fenêtre de dialogue qui est affichée. Bon, la surface principale, et vous avez la liste des projets de traduction à traduire. Double-clic sur la dénomination du fichier et on va attendre un petit peu parce que le texte sera affiché en peu de temps. Ah, voilà, il est affiché. Je vous ai dit déjà, je préfère voir seulement le contexte de traduction. Alors, j'ai réduit cette surface, mais si vous voulez avoir une autre configuration, vous pouvez toujours travailler et je préfère voir plus la surface principale du traducteur. C'est la surface de travail, alors je préfère travailler à partir de cela. Volcano, en général, la traduction sera les volcans. OK. Et si vous voulez continuer, vous avez Next Segment ou Alt flèche vers le bas pour confirmer et continuer la traduction. Vous avez Next Segment, Previous Segment pour se déplacer vers le haut, vers le début du fichier. Et vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités du logiciel. À cause du temps du cours qui est limité, je vais vous montrer seulement comment travailler. Et après, il vous reste à explorer les autres fonctionnalités du logiciel. En tout cas, si vous déplacez la souris sur une des commandes, elle sera décrite et vous saurez quelle est l'utilité de telle ou telle commande. OK. Soit Alt, raccourci clavier Alt, flèche vers le bas, soit Next Segment. Et vous pouvez voir ici, le segment, la traduction a été confirmée. Et on peut traduire le deuxième fragment qui comporte beaucoup de balises. Aussi, vous pouvez voir que dans la prévisualisation du texte, si je change les unités de traduction, elles seront toujours surlignées. Je saurai toujours où se trouve l'unité de traduction que je veux traduire. Ces unités de traduction comportent beaucoup de balises. Ces balises, je vous le rappelle, sont des encodages de la mise en forme ou même de la mise en page et permet au traducteur de se concentrer sur la traduction et de ne pas perdre le temps avec le format du texte. Pour garder toutes les balises, vous vous rappelez, il faut sélectionner Copy Source, clique sur cette petite flèche à droite de la commande et vous avez la première commande Copy Source qui nous copie le texte en anglais ici. Bon, ce qui est important, c'est que les balises sont copiées. Et on peut commencer à traduire. Un volcan est une... Et maintenant, Rupture. On peut traduire comme fracture, fissure, quelque chose comme ça. Dans la... sur la... Bon.
C'est la décision des traducteurs, chacun traduira beaucoup mieux. Sur la surface, j'espère que vous avez compris le principe. Planetary Mass Object, c'est objet de masse planétaire, si je ne me trompe pas en français. Comme si vous voulez déplacer certaines balises parce que, par exemple, l'ordre des mots est différent, vous pouvez sélectionner ou vous pouvez déplacer tout simplement avec la souris. Vous pouvez voir, vous sélectionnez, vous déplacez la balise. C'est peut-être pas si clair tout au début, mais si vous copiez, vous pouvez copier-coller, couper-coller avec CTRL-X, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, ça marche aussi. Mais si vous faites attention, vous pouvez aussi les déplacer. Je préfère copier-coller avec les raccourcis clavier, c'est plus précis. Mais chacun d'entre vous doit former sa manière de travail. Si on suppose qu'on a terminé, on continue avec l'autre unité de traduction et vous pouvez voir ici, ces éléments sont déjà considérés comme traduits et ces éléments ne sont pas considérés comme traduits. À droite, vous pouvez voir combien du texte a été traduit et si nous avons oublié de traduire quelque chose. Si vous avez terminé la traduction, pour la troisième étape, pour générer les fichiers cibles, les fichiers traduits, vous avez l'onglet File et vous avez Save File as Translated. Save et Save as enregistre le projet de traduction. Ce n'est pas la génération des textes traduits. Save File as Translated est la commande dont vous avez besoin. Et faites attention, il faut se déplacer pour enregistrer le texte. Il faut chercher le dossier Volcano, parce que sinon, le texte ne sera bien... l'emplacement du texte ne sera pas correct. Et vous pouvez observer la dénomination du texte. Si le texte source est texte anglais, texte English, vous avez le texte traduit. Nous avons la version française du texte source. Enregistrer. Voilà. Et c'est tout. J'espère que vous n'avez pas trouvé ces éléments trop complexes. Je vais maintenant finir le partage de l'écran. Je ne sais pas exactement pourquoi ça ne marche pas. En tout cas, je vais revenir sur l'écran principal. Pendant la deuxième partie du cours, jusqu'à midi, je vous recommande de continuer le travail avec les exercices que vous avez en attaché dans le courriel correspondant au deuxième cours. Vous allez recevoir un courriel pour chaque cours et vous allez recevoir le lien pour accéder à la présentation vidéo, mais aussi vous allez recevoir les textes en attaché pour pouvoir travailler. Si vous avez n'importe quel problème, n'importe quel souci, doute technique ou traductologique, je vous prie de m'envoyer un courriel. J'ai laissé les courriels dans le message du cours et vous pouvez soit me décrire le problème, mais essayer d'envoyer des captures d'écran, cela sera plus clair et me permettra d'identifier le problème que vous avez plus vite. Les notifications du système sont toujours très importantes pour les différentes manières
dont les ordinateurs fonctionnent. Alors, je vous prie de m'envoyer aussi quelques captures d'écran pour pouvoir comprendre mieux le problème. En tout cas, n'hésitez pas de me contacter en cas de problèmes techniques et je vais vous assister pour que tout le monde puisse réaliser correctement les exercices. Merci beaucoup de votre attention et bon courage pour la partie pratique. On se revoit à 1h avec le 3e cours d'aujourd'hui qui consistera dans la description du logiciel qui est le leader du marché et qui s'appelle Trados. Merci beaucoup de votre attention et on se revoit avec le 3e cours. Au revoir.